Ah, ce sacré Descartes. On l'accuse d'avoir tout coupé, l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, d'avoir préparé le terrain à une pensée froide et désincarnée, et même pour certains à toute la modernité technicienne. Bref, c'est la faute de Descartes, tu l'as peut-être déjà entendu, mais si on s'était trompé de coupable, et si la fameuse séparation de Descartes n'était pas un mur, mais plutôt un outil, un geste de recherche plutôt qu'un divorce, un outil qu'on pourrait finalement nous-mêmes utiliser. Car ce que Descartes fait, ce n'est pas rejeter le corps, il le décrit minutieusement, le cœur, le sang, la chaleur vitale, et en même temps il isole l'esprit, pour trouver un point solide, un rocher dans la mer du doute. Alors, tu constateras ici le paradoxe que je te propose de suivre. Descartes sépare pour comprendre, mais unit pour vivre. Il coupe, oui, mais comme on ouvre un organisme pour le regarder battre, pas comme quelque chose qu'on essaye de mutiler. Entre la caricature et la vénération, il y a peut-être une voie respirable. Penser l'union sans effacer la distinction. Et c'est exactement ce que je te propose d'explorer aujourd'hui ensemble. Pourquoi tout le monde semble blâmer Descartes et pourquoi, quand on le relit vraiment, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, j'ai l'impression. Si tu veux bien, partons en exploration dans sa pensée. Descartes écrit au XVIIe siècle, un moment où tout vacille. Les croyances, la science, la foi, les sens, rien ne tient tout à fait. Alors, il fait un geste radical, douter de tout pour trouver enfin un point qui, lui, veut bien résister. Voici un passage important de sa pensée, de ses écrits. Je pense qu'il fallait que je fisse tout le contraire et que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point après cela quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Cette phrase, c'est un séisme, mais un séisme de laboratoire, c'est pas forcément un mode de vie. Il ne veut pas vivre dans le doute et il vous incite surtout pas à le faire. Il veut y chercher une certitude. Et il la trouve. Tu la connais cette phrase. Je pense, donc je suis. On ne peut pas douter sans qu'il y ait quelqu'un qui doute. C'est son point d'ancrage, la première pierre ferme sur laquelle reconstruire la connaissance. À partir de là, il distingue d'un côté la pensée claire, indubitable, et de l'autre le corps et la matière étendue, mesurable, mais aussi sujet à l'erreur des sens. Cette ligne entre les deux, ce n'est pas forcément un fossé, c'est plus un outil. Il sépare pour pouvoir voir plus clair, pas pour condamner l'un ou l'autre. Et ce même Descartes qu'on accuse de mépriser la chair, il passe également des pages entières, des paragraphes entiers à nous décrire la chair elle-même, le cœur qui chauffe, le sang, les cavités qui se remplissent et se vident, la respiration, la mécanique subtile du vivant. Il parle même, et c'est intéressant, de cette part subtile, très fine du sang, les esprits animaux, qui montent vers le cerveau et animent le corps tout entier. Chez lui, la machine n'est pas une insulte, c'est presque une admiration, une manière de dire le corps agit avec précision, avec ordre, avec beauté. Et pourtant, il ne s'arrête pas à la mécanique. Il écrit aussi, je vais te le lire, « J'avais décrit après cela l'âme raisonnable et fait voir qu'elle ne peut aucunement être tirée de la puissance de la matière, ainsi que les autres choses dont j'avais parlé, mais qu'elle doit expressément être créée. Et comment il ne suffit pas qu'elle soit logée dans le corps humain ainsi qu'un pilote dans son navire, sinon peut-être pour mouvoir ses membres, mais qu'il ait besoin qu'elle soit jointe et unie pour être plus étroitement avec lui, pour avoir, outre cela, des sentiments et des appétits semblables aux nôtres, et ainsi composer un vrai homme. » Autrement dit, sentir, désirer et vivre. Tout cela exige une union plus intime que la simple conduite d'une machine. Alors, oui, je te l'accorde, Descartes distingue l'esprit et le corps, mais pas pour les opposer, pour comprendre comment ils s'embrassent. Son geste, il n'est pas celui d'un chirurgien qui sépare pour toujours, mais
plutôt, et la distinction est importante, plutôt d'un chercheur qui trace une ligne pour mieux observer la vie qu'il est en train de traverser. Et c'est là, je pense, que commence le malentendu. Car cette coupure provisoire, cette coupure méthodique, devrais-je dire, elle va devenir, dans notre héritage, un abîme permanent. Ce geste dans lequel on s'est replongé était à l'origine méthodique simplement. Mais l'histoire, elle en a fait quelque chose d'autre. Elle en a fait un symbole. Au fil des siècles, la ligne tracée par Descartes, elle s'est durcie, elle est devenue une sorte de fracture. On a retenu le « je pense » et on a oublié le corps qui chauffe, qui respire, qui se tend, qui s'apaise. On a fait de la raison une lumière désincarnée et du corps une mécanique muette. C'est là, il me semble, que commence le malentendu. Descartes avait distingué pour chercher la clarté, et nous, ses héritiers, nous avons figé la coupure. Alors on le blâme. Les neurosciences l'accusent d'avoir séparé la raison des émotions. Les écologues l'accusent d'avoir coupé l'homme de la nature, et les anthropologues d'avoir inventé un monde où seuls les humains pensent. Et même l'intelligence artificielle, tu verras, hérite sans le savoir de cette même ligne. Le dedans de l'esprit, le dehors du monde. Et ça, on y reviendra juste après. Ces critiques, elles ne sont pas infondées, bien sûr. Elles corrigent un excès, elles rappellent ce que le cartésien a simplement durci en un dogme. Mais elles prennent souvent pour cible une caricature. Une caricature d'un Descartes qui aurait méprisé la chair et glorifié la raison. Or, dans ces textes, il y a déjà une tension vivante, un effort pour tenir les deux ensemble, le clair et le chaud, la pensée et la pulsation. Le vrai problème, peut-être, n'est pas le dualisme lui-même, mais ce que nous en avons fait, une habitude de penser d'un côté l'esprit dedans et le monde dehors, comme deux royaumes séparés. C'est cette habitude discrète, tenace, qu'on appelle l'internalisme. Et c'est cet internalisme que j'ai envie de te présenter et d'approfondir avec toi. Imagine une scène. Au centre, un être pensant. Toi, moi, peu importe. Et autour, le monde. Les objets, les autres, le mouvement. Et entre les deux, un fossé invisible. Voilà, nous y sommes, c'est ce décor que Descartes, sans le vouloir, nous a légué. Même quand on dit qu'on a dépassé le dualisme, on garde souvent le même théâtre, un dedans pour l'esprit, un dehors pour le monde, et un pont qu'on passe notre temps à reconstruire tout le temps encore et encore. Si tu veux, c'est ça l'internalisme, l'habitude de chercher la conscience quelque part à l'intérieur, comme un noyau caché derrière les yeux, et de traiter tout le reste comme un simple décor extérieur. Alors oui, on a peut-être abandonné l'âme immatérielle, mais on a gardé le réflexe de la clôture. Ce réflexe, il colore encore la manière dont on fait de la science aujourd'hui. Les neurosciences, par exemple, ils cherchent la pensée dans le circuit du cerveau, comme si le monde autour n'était qu'un stimulus. L'anthropologie, elle nous rappelle que cette séparation, au contraire, elle n'a rien d'universel. C'est une inventation occidentale, tout simplement. Philippe Descola, il appelle ça le naturalisme. C'est une seule nature pour tous les corps, mais des intériorités séparées. Donc, dans ce contexte, l'humain pense, mais les autres non. Mais ce n'est pas le seul point de vue, d'autres cultures font autrement. Dans l'animisme, les animaux, les plantes, les rivières, eux aussi ont une âme. Dans le totémisme, l'humain et le non-humain appartiennent à la même lignée. Et dans l'analogisme, tout est fragmenté, mais relié par des correspondances. Autrement dit, notre manière de penser l'esprit dedans et le monde dehors n'est pas naturelle, c'est une mise en scène culturelle, une habitude qui nous précède, parce que sur ce genre de questions, il n'y a pas de consensus. Donc, cette scène, on la rejoue partout. Dans les débats sur la conscience, dans la psychologie et dans la technologie également. On cherche encore à trouver où est l'esprit. Est-ce qu'il est dans le cerveau ? Dans le langage ? C'est toujours finalement la même question, toujours peut-être le même pont. Et peut-être la même erreur de décor que l'on fait. Alors,
ce que je te propose, c'est d'essayer de changer de scène. Car une autre voie peut s'ouvrir, il me semble. Celle qui ne cherche plus l'esprit dedans, mais qui essaye de le découvrir dans la relation. Une pensée incarnée, vivante, qui se tisse entre les corps et le monde. Et c'est là que Damasio ou encore Hume, et même les théories de l'énaction, viennent nous aider à réouvrir le jeu, à trouver une nouvelle scène. Alors, si l'esprit n'est pas dedans, où est-ce qu'il est ? Une première réponse peut-être que je peux te proposer, qui reste prudente, c'est simplement dans le corps vivant, le corps en action. Pas seulement dans le cerveau, mais dans les gestes, dans les rythmes, dans les émotions. Damasio l'a montré, sans les marqueurs du corps, la raison s'effondre. Et bien avant lui, Hume l'avait également pressenti, la raison est et ne doit être que l'esclave des passions. Alors, je ne sais pas si je suis en accord avec cette phrase, mais en tout cas, Hume l'avait montré et l'avait pensé déjà. La pensée n'est jamais suspendue dans le vide. Elle respire avec la chair, elle prend appui sur le monde. Mais on peut aller encore plus loin. Et si l'esprit n'est ni dedans, ni même dans le corps, mais entre le corps et le monde? C'est l'intuition de ce qu'on appelle l'énaction. La pensée comme un mouvement de couplage, une sorte de danse entre un organisme et son milieu. Pour te le figurer, imagine un danseur. Ce qu'il sait n'est pas enfermé dans sa tête, il est dans le contact, le souffle, la friction, dans le dialogue constant entre le corps et l'espace. Alors, tu peux t'amuser à retirer le sol, la musique, la gravité, et d'un seul coup, le savoir disparaît. La pensée, elle aussi. Elle se fait simplement, cette pensée, elle se fait dans la rencontre, et surtout pas dans l'isolement. C'est au fond ce que Descartes pressentait déjà lorsqu'il refusait l'image du pilote dans son navire. Pour sentir, désirer, penser, il faut une union plus intime que celle du conducteur et de la machine. C'est une symbiose qu'il nous faut. Et si on relisait ces fameux tests de l'humain à la lumière de tout cela? Pour lui, il y a deux choses qui distinguent l'homme de la machine. La parole qui exprime des pensées et la raison capable de s'adapter à tout. 4 siècles plus tard, ces critères sont toujours là, dans nos interrogations, notamment par exemple sur l'intelligence artificielle, on le voit en ce moment. Cela ne t'aura pas échappé, les machines aujourd'hui parlent. Elles enchaînent des phrases grandiloquentes, plaisantes, elles écrivent des poèmes. À l'écran, tout semble fluide quand on les regarde, cohérent. Ça paraît presque vivant dans un sens et certaines personnes se questionnent. Mais on va pas se le cacher, il manque quelque chose, une prise sur le monde. Les mots passent, mais ils s'ancrent nulle part. Ils imitent la pensée sans vraiment jamais l'habiter. Descartes disait déjà, et ici je paraphrase, les machines agissent bien là où tout est prévu, mais elles échouent dès que la situation déborde. L'humain, lui, il se reconnaît à cette souplesse, à cette capacité de recomposer ses moyens d'action, quand le réel, lui, il va résister. Alors, peut-être que la question n'est pas « la machine pense-t-elle ?», mais « est-elle en relation ?» Est-elle capable d'habiter une situation, de sentir les frictions du monde, de s'ajuster en boucle courte et de transformer ses gestes quand tout est en train de changer? Notre regard pourrait alors changer sur l'intelligence artificielle. Moins d'adoration pour la belle phrase, mais surtout plus d'attention à la qualité du lien avec le réel. Et ça m'amène à autre chose, sur nous-mêmes. On pourrait avoir moins de méfiance envers le corps et les émotions et plus d'écoute de ce que nous relie, de tout ce qui nous relie, de ce qui résiste et surtout de ce qui répond. Descartes séparait pour comprendre. Donc peut-être à nous de relier pour vivre.